Venez, cher Michel. Enfin. La dernière fois que vous êtes venu sur ce canapé, j'avais été très impressionné par le portrait de votre père. Et vous dites, j'ai l'impression que c'est mon premier livre, vous en avez écrit 60 ou 70. Il aura fallu la mort de mon père comme un événement majeur de ma vie. C'est lui qui a déclenché ça. Oui. Il est mort dans mes bras et au moment où il est mort, moi qui suis vraiment radicalement athée, j'ai eu l'impression que quelque chose passait de lui à moi. Je ne crois pas à l'âme, donc je ne pense pas avoir vu son âme partir. Mais j'ai l'impression que j'héritais. Mon père était ouvrier agricole, donc j'ai pas hérité de grand-chose. Mais j'ai hérité de tout parce que finalement, il y a cette force qu'il me transmettait en partant. J'ai l'impression que j'ai le devoir de restituer cette force, de la restaurer, de la partager, de la distribuer. Alors, il était un ouvrier agricole de Normandie, pas loin de Caen. Et votre père vous a appris beaucoup de choses. Il vous a appris la nature. Et c'est pas par hasard si vous parlez de la nature, des animaux, comme vous en parlez dans votre livre, de la vie, le cosmos, le sublime, le ciel, etc. Et quand vous parlez de la vie, vous parlez des anguilles de la Dive. La Dive, c'est une rivière normande qu'on connaît bien, Saint-Pierre-sur-Dive. Et vous dites, avec les anguilles, mon père m'enseignait l'espace et les migrations. Oui, parce que moi, les philosophes qui font des livres pour faire des livres, qui commandent des livres, ça me fatigue un peu et je pense que ça fatigue tout le monde. Et j'ai beaucoup lu de livres, et je peux maintenant dire qu'il y a beaucoup de livres inutiles à lire, et surtout des livres de philosophie. Et mon père donnait des leçons de philosophie sans les philosophes. C'est-à-dire que quand il me parle de l'étoile polaire, il me dit quelle est la première levée, la dernière couchée. Vous l'avez amené au pôle Nord. Voilà, pour ses 80 ans. Et quand il y a des anguilles dans le lavoir, il y a des petites anguilles qu'on accroche sur nos bras, elles pendent comme ça. Et mon père me raconte qu'elles viennent des Sargasses, une mer très lointaine, dans laquelle les anguilles se reproduisent, pondent, etc. À 6000 km de... Oui, parce qu'il y a quelques temps, je suis allé faire des conférences à Bogota et le pilote d'avion m'avait reconnu, m'a fait faire l'atterrissage et à un moment donné, on est passé au-dessus des Sargasses. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ces anguilles de Chambois, elles venaient des Sargasses. C'est-à-dire que en m'apprenant les étoiles, il m'apprenait le temps, et en m'apprenant les anguilles, il m'apprenait l'espace. Donc des leçons de philosophie éminemment concrètes. Pas besoin de passer par les philosophes, on pensait la réalité. Alors il y a un thème très important dans votre livre, c'est l'homme prédateur. Et là, il y a une chose incroyable, vous racontez une anecdote sur Himmler, responsable de dizaines de millions de morts. Oui, c'est un truc terrible que j'ai lu, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, je dois me tromper. Himmler avait un canari dans une cage, et on imagine qu'après avoir fait son métier de salaud, il rentrait le soir chez lui, et pour ne pas faire de bruit, pour ne pas réveiller son canari, il enlevait ses bottes et montait en chaussettes à l'étage, se coucher. Donc effectivement, des gens qui sont capables de faire ce qu'ils font dans la journée et qui en même temps essaient de ne pas réveiller leur canari en allant se coucher, ça renseigne sur la nature humaine, oui. Alors il y a un grand chapitre, évidemment, qui m'a beaucoup touché, c'est les animaux. La question se pose de manger ou non les animaux. Vous dites, en matière de végétarisme, je suis croyant non pratiquant, vous n'achetez pas de viande. Et là, vous avez des propos très durs sur les zoos, sur les cirques, sur la tauromachie, considérée comme un acte de perversion. Et vous dites, je souhaite qu'on arrête définitivement d'utiliser les animaux comme s'ils étaient au service exclusif de l'homme. C'est terrible, un zoo. Alors, on a toujours des bons arguments. Les animaux, vous les avez côtoyés enfants. À la campagne, on vit dans la campagne, c'est magnifique. Les fameux chats arrêts, vous savez, les chats qu'on a abandonnés et qui sont redevenus des chats sauvages avec leur puissance, leur musculature, ou les vipères qu'on voit partir comme ça dans les fossés, ou les oiseaux. Enfin, on voit la nature telle qu'elle est. Et puis d'un seul coup, vous voyez des animaux derrière des cages. Et c'est terrible. C'est-à-dire, ces animaux, je suis allé un peu en Afrique noire, et j'ai vu des animaux sauvages en Afrique noire, dans la jungle, la savane, etc. Et d'un seul coup, vous les voyez tourner comme des fous, dans des cages comme ça, ils passent leur vie dans des endroits comme cela. Je ne pense pas nécessaire d'avoir des zoos pour faire des leçons de sciences naturelles, où je pense qu'on peut les faire autrement et qu'on n'a pas besoin de la captivité pour les animaux. On n'a pas besoin de tuer les animaux quand on chasse, par exemple. Les chasseurs nous disent tous qu'ils aiment les animaux, mais quand on aime vraiment les animaux, on ne va pas les tuer. On n'a pas plaisir à ça. Moi, j'ai un copain boucher, il me dit heureusement que je ne tue plus les animaux parce que je ne pourrais pas faire ce métier. Donc, quand on est boucher, on n'a pas plaisir à tuer des animaux, mais l'idée qu'on puisse appeler ça un sport, une activité de loisir et dire je vais tuer des animaux, c'est-à-dire arrêter la vie. Un cerf, faire tomber un cerf, faire tomber une biche, faire tomber des faisans, etc. Moi, ça me pose problème.
J'ai un frère chasseur, ceci dit, j'adore mon frère et je suis un peu faux cul parce que quand il tue un sanglier, ma mère fait d'excellents pâtés, on mange les pâtés. Donc c'est pour ça que je dis que je suis un croyant non pratiquant en matière de végétarisme. Puisque vous avez parlé de votre maman, si vous me permettez, je vais la présenter. Elle est au premier rang. Hélène Onfray. Voilà. Qui vient de la Normandie. Et si vous parlez des animaux, il y a au premier rang une dame que je vois régulièrement, qui vient de la Somme, de Saint-Riquier, Céline. Elle a ce berger allemand qui souffre d'une myélopathie dégénérative et elle n'a pas voulu euthanasier ce chien. Donc voilà, elle a appareillé ce chien. Donc il va être sensible à vos applaudissements, ce chien. Voilà. Je reviens à Cosmos. Vous dites le christianisme a vidé le ciel de ses astres pour le remplir de ses fictions. Oui, parce que quand mon père m'enseigne le ciel, il me dit, voilà, il y a des bolides, quoi. Il y a des astres, il y a la Lune, il y a les lumières qui sont parties il y a des millions d'années, il y a des étoiles mortes, éteintes aujourd'hui, mais dont la lumière nous arrive aujourd'hui. Et évidemment, après ça, le catéchisme m'enseigne que dans le ciel, il y a des anges, des archanges, Dieu, etc. Alors évidemment, ce sont des histoires auxquelles on croit quand on est un petit garçon, parce qu'on nous enseigne l'histoire sainte, et voilà. Et un jour, il faut vider le ciel de toutes ces fictions-là pour les remplir de ce qui se passe vraiment. Et ce qui se passe vraiment, c'est un immense mouvement. Le cosmos, en grec, ça veut dire ordre. Et il y a une leçon à prendre dans le cosmos, parce que le cosmos est un ordre dans lequel il nous faut trouver notre place. Je sais que Pierre est très angoissé, très inquiet, je l'écoute, je l'entends de temps en temps. Et je pense que la question de la mort ne se résout que quand on a compris le fonctionnement du cosmos, parce qu'on trouve sa place dans le cosmos. Et il y a quelque chose d'évident dans l'idée que nous vieillissons, nous disparaissons, et c'est chacun son tour, quoi. C'est une leçon de sagesse, le fait qu'on vide le ciel de ce que le christianisme a rempli, et le fait qu'on aille du côté de cet ordre. Encore un mot de votre père qui m'a beaucoup marqué, de ce portrait de votre père. Il vivait, dites-vous, le temps de Virgile, le temps du travail et le temps du repos. C'était le rythme des saisons de la France agricole des années 50 que j'ai bien connu, puisque mon père était médecin tout près de chez vous. Oui. Ça a changé, ça. Complètement, parce que le temps, c'est d'abord le chronomètre, c'est le temps qu'on mesure. D'ailleurs, s'il y a eu l'Angélus, s'il y a eu les cloches, c'était justement pour mesurer le travail, le temps de travail, et les cloches arrivent en même temps que le capitalisme. Quand il n'y a pas les cloches, qu'il n'y a pas de capitalisme, on fait les travaux qu'on doit faire. Travail parce qu'il faut ensemencer, c'est l'heure d'ensemencer, donc c'est la nature qui nous dit ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, ce sont nos chronomètres qui nous disent ce qu'il faut faire. On regarde sa montre, on se dit il faut se lever, il faut se coucher, il faut manger, il faut se reposer, il faut travailler, il faut partir en vacances, il faut rentrer de vacances. Et on chronomètre nos vies parce qu'on ne sait plus les vivre. Et ne pas vivre sa vie, c'est effectivement avoir tout le temps l'œil sur ce qui nous dispense de vivre. Sa montre, son téléphone portable, son agenda, son... Voilà. Mais je suis très heureux que Michel vous ait fait la grâce et l'honneur de sa présence. Moi, je le connais. On se connaît peu. Je l'ai lu. Je lu ce texte, moi aussi magnifique, sur son père. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui dit Onfray. Mais peut-être ce que j'aime chez lui, et même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, on peut en débattre. Il y a des moments où je peux être d'accord, des moments où j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, j'ai d'accord avec la moitié, pas d'accord avec l'autre moitié. On s'en fout, c'est pas le problème. C'est que il y a ça, je crois, dans le livre, à un moment donné, si on lit ça, on part à la découverte du monde, c'est bien possible, mais on part surtout à la découverte de soi. Et partir à la découverte de soi, ça guérit peut-être de toutes les angoisses, ou en tout cas, ça aide à les traverser. Et la parole d'Onfray, qui parfois est iconoclaste, elle est dérangeante, elle peut être pas dans l'allure du temps, et c'est ce qui me convient, moi. J'en ai marre de cette pensée qui serait apprivoise. Il est inattelable, ce type-là. Voilà. Il n'est pas attelable. Il doit savoir ce que ça veut dire, puisque son père, lui, devait savoir ce que c'était. Eh bien, c'est ce que j'aime chez lui. C'est un homme libre, avec un esprit supérieur. Pas supérieur, enfin supérieur, avec un esprit tellement aiguisé que tout le monde peut y trouver son content. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup d'Onfray dans notre monde et on se porterait sans doute, sinon moins mal, beaucoup mieux. Merci beaucoup, Michel Onfray. Merci. Merci beaucoup. Alors, une deuxième pause musicale avec Autour de Lucie. Oui. Eh bien, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une jeune femme qui s'appelle Vava et qui a un talent fou. Et j'adore sa voix. Elle a une présence formidable. Et voilà, et je voulais que vous découvriez cette chanson
Alors, ta lumière particulière, autour de Lucie, c'est un groupe Oui. qui existe depuis longtemps, Oui. qui s'est mis entre parenthèses, Oui. et qui revient. Les membres ont un peu changé, mais évidemment, Valérie Lelio, dite Vava, Oui, dite Vava. est toujours là. Oui. On la retrouve avec infiniment de plaisir autour de Lucie. Et il vous a appris la nature, et c'est pas par hasard si vous parlez de la nature, des animaux, comme vous en parlez dans votre livre, de la vie, le cosmos, le sublime, le ciel, etc. Et quand vous parlez de la vie, vous parlez des anguilles de la Dive. La Dive, c'est une rivière normande qu'on connaît bien, Saint-Pierre-sur-Père. Et vous dites, j'ai l'impression que c'est mon premier livre, vous en avez écrit 60 ou 70, il aura fallu la mort de mon père comme un événement majeur de ma vie. C'est lui qui a déclenché ça. Oui. Il est mort dans mes bras et au moment où il est mort, moi qui suis vraiment radicalement athée, j'ai eu l'impression que quelque chose passait de lui à moi. Je ne crois pas à l'âme, donc je ne pense pas avoir vu son âme partir, mais j'ai l'impression que j'héritais. Mon père était ouvrier agricole, donc je n'ai pas hérité de grand-chose, mais j'ai hérité de tout parce que finalement, il y avait cette force qu'il me transmettait en partant. J'ai l'impression que j'ai le devoir de restituer cette force, de la restaurer, de la partager, de la distribuer. Alors, il était un ouvrier agricole de Normandie, pas loin de Caen. Et votre père vous a appris beaucoup de choses. Ah, venez, cher Michel. Enfin. La dernière fois que vous êtes venu sur ce canapé, j'avais été très impressionné par le portrait de votre